le titre de cette première table ronde, genre, discrimination, articulation, confrontation, peut se justifier, peut se commenter très rapidement. François Héran disait hier dans son introduction avec Florence Rochefort que ces deux notions, genre et discrimination, ne devaient pas être envisagées comme en concurrence, mais simultanément, bien sûr. Nous sommes tous d'accord avec cette approche. Et néanmoins, tous nos débats en témoignent, cette simultanéité, cette articulation et cette confrontation entre genre et discrimination exige, mérite et nécessite élaboration. Et au fond, c'est l'objet du DIM que nous constituons, c'est l'objet du colloque. Alors, dans l'appel à communication, on avait lancé un certain nombre à la fois de constats, d'injonctions sur l'articulation de ces deux termes. On soulignait qu'ils ont en commun de poser la question de l'égalité, de dénaturaliser la différence des sexes, de dénaturaliser les inégalités sociales dues aux autres formes de discrimination, la race, l'âge, etc. Mais que par ailleurs, ces deux termes renvoient à des champs différents. La discrimination ne s'arrête pas au sexe, le genre est différent du sexe, le genre n'est pas soluble dans la question de la discrimination, le genre s'inscrit dans le double registre de la domination, et donc des rapports de pouvoir et de l'identification, et on pourrait continuer. Quant à la discrimination, elle ressort de plusieurs définitions, ce qui renvoie au fait que la notion de discrimination est revendiquée par plusieurs disciplines, les juristes, les sociologues, les économistes, qui, il faut l'admettre, donnent de cette notion des définitions différentes et éventuellement incompatibles. Donc ça, ce n'est pas le premier colloque où se pose ce genre de questions. Il y a eu des colloques importants qui ont posé cette question de concept à géométrie variable, polysémie, variabilité. Voilà. Alors, la question aussi qui se pose, c'est de savoir si l'intersectionnalité, si bien abordée par Mara Viveros ce matin, est la solution, au fond, pour penser cette articulation du genre et des discriminations, en mettant au centre de l'analyse la pluralité et l'intersection des rapports de domination. Et l'intervention de Geneviève Fraisse tout à l'heure, qui nous invite à nous pencher sur les catégories de l'exclusion, les catégories de la domination, sur le fait de savoir si sexe et genre sont un modèle pour penser d'autres exclusions. Bon, toutes ces contributions sont bien autour de cette question de la nécessaire élaboration d'une articulation entre genre et discrimination. Alors pourquoi rapprocher ces deux notions? Que gagne-t-on à croiser ces deux perspectives? Au fond, pour tenter de donner quelques réponses à cette question, donc avec Éric Fassin, Claire Hancock et Stéphanie Hennette-Vaucher, d'autres d'entre nous auraient pu se joindre, mais enfin, il fallait rester dans les temps. Ce qu'on se propose, c'est de faire un premier tour de table qui va permettre à chacun, chacune, de donner quelques exemples à partir des ateliers ou des conférences qui permettent d'illustrer et d'incarner cette possibilité, cette pertinence, cette richesse d'un rapprochement entre ces deux notions et qui nous paraissent donc exemples qui nous paraisseraient caractéristiques de cette nécessité et de cette complexité. Je ne sais pas si je suis en fait la mieux placée pour réfléchir sur cette articulation genre et discrimination parce que moi je suis géographe. Donc je ne fais pas partie des disciplines évidentes citées par Jacqueline qui traitent des discriminations, qui traitent du genre. Et je vais encore compliquer l'affaire en introduisant encore autre chose qui est encore plus difficile à articuler avec genre et discrimination, qui est l'espace, qui est notre fonds de commerce à nous les géographes. Donc on essaye de caser un petit peu partout. Il se trouve qu'on a eu plusieurs propositions de communication qui sont entrées dans la catégorie qui a été qualifiée de territoire. Moi, j'aime pas trop le terme de territoire, je préfère celui d'espace pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément aujourd'hui, mais dont on pourra discuter si vous voulez. Et ce qui m'intéresse dans l'espace, c'est que il me semble que c'est un de ces opérateurs de la catégorisation dont parlait Geneviève Fraisse tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va servir à dire la place des uns et des autres, qui va servir donc à altériser les groupes, à dire ce qu'ils sont en fonction de là où ils se trouvent.
Donc pour moi, c'est une entrée opératoire qui va servir à éclairer les rapports sociaux. Le géographe Michel Busseau dit l'espace, c'est le régime de visibilité des substances sociales. Mais bien évidemment, ça nous pose aussi, à nous géographes et à d'autres sciences sociales, tout un ensemble d'autres problèmes dont on peut trouver des illustrations dans certains travaux, certains problèmes, notamment parce qu'il y a une tendance, comme avec le genre et comme avec la race, autre catégorie dont on a parlé, à naturaliser l'espace. C'est-à-dire à oublier qu'il est aussi un construit social, aussi un produit social, et à considérer qu'il y a dans le territoire une certaine naturalité. Donc une partie de ce que moi je retiens de la session qu'on a eue, et ce sur quoi je voudrais insister un petit peu, c'est que cette dimension spatiale de la discrimination, c'est aussi quelque chose qui demande à être replacé dans un contexte social, qu'on ne traite pas ce qu'on appelle par exemple les discriminations territoriales par le territoire, mais qu'on les traite bien par le social. Alors la raison pour laquelle je parle de discrimination territoriale, peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est que c'est une notion qui est de plus en plus mobilisée par les maires de communes, notamment en Seine-Saint-Denis, pour parler du type de discrimination qui affecte, disent-ils, leur territoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils disent que la discrimination touche les territoires pour éviter d'avoir à dire que les discriminations touchent les populations qui habitent leur territoire. Et c'est toute cette dimension de l'espace, comme ce que certains auteurs ont appelé voile d'ignorance, qui me semble être un des éléments à souligner par rapport à cette question des discriminations territoriales. Aujourd'hui, les deux communications qu'on a eues sur les territoires se focalisaient sur les quartiers sensibles, et c'est vrai que c'est en général là, dans ces quartiers-là, qu'on va chercher les dimensions spatiales des discriminations, parce qu'ils y sont très visibles. Mais évidemment, il faut se garder de commettre l'erreur qui consisterait à confondre l'endroit où se manifeste de manière visible sexisme ou racisme avec des espaces qui seraient la cause de ces phénomènes de sexisme et de racisme. Donc, mon rôle un petit peu paradoxal de géographe ici, c'est à la fois de prôner la lecture par l'espace de ces questions de discrimination par le genre ou de discrimination raciale ou de discrimination par la classe, mais en même temps de ne pas conférer un rôle explicatif à l'espace et de ne pas conférer un rôle premier à l'espace. Donc, de bien réaffirmer que ce n'est pas en intervenant sur l'espace qu'on modifie les substances sociales et les rapports sociaux inégalitaires. Voilà. Merci Claire. Donc Stéphanie, Merci beaucoup. C'est pas très pratique parce que je crois qu'il faut qu'on soit vraiment tout près, c'est ça ? Ça marche ? Ça. Alors moi je suis donc juriste et moi j'ai butiné dans quelques ateliers, un atelier en particulier qui a été organisé hier et qui avait pour titre Droits des femmes. Première réaction et premier commentaire par rapport à cet atelier, son intitulé, mais aussi par rapport au fait qu'il y avait un certain nombre de réponses à l'appel à communication qui étaient pas dans cet atelier-là, mais qui soulevaient également des questions sur l'appréhension ou l'utilisation du concept de genre dans un nombre croissant d'arènes ou de discours juridiques, pour signaler simplement le fait que il était assez satisfaisant pour moi dans le comité d'organisation, mais pour les juristes en général de voir qu'il y a eu pas mal de réponses de juristes à cet appel à communication. Et pour en venir à l'atelier droits des femmes en particulier, et peut-être une piste véritablement qui me paraît assez intéressante de ce qui en est ressorti, je voudrais peut-être insister sur le fait que véritablement les différentes communications qui ont été présentées hier dans cet atelier ont toutes convergé sur un point qui est assez révélateur, me semble-t-il, de l'état du champ juridique par rapport à ce concept de genre, qui est un état très ambivalent, c'est-à-dire que plusieurs des communications ont bien montré que la consécration limitée, mais néanmoins réelle, du concept de genre dans un certain nombre de textes ou d'arènes juridiques permet de poser des questions
intéressante ou de renouveler le fonctionnement d'un certain nombre de concepts. Et en particulier, évidemment, ça permet de rompre avec une appréhension essentiellement formelle de certains principes, comme le principe d'égalité, qui a longtemps été un butoir ou quelque chose de problématique pour un certain nombre de traditions juridiques. Donc le concept de genre a pu accompagner certaines transformations ou certaines formes de redynamisation sur certaines questions spécifiques du principe d'égalité. Mais dans le même temps, c'est aussi un concept ambivalent qui soulève deux types, me semble-t-il, de difficultés. En tout cas, c'est ce qui ressortait assez clairement de l'atelier d'hier. Il y a des difficultés d'un premier type qui sont des difficultés liées à l'effectivité, c'est-à-dire qu'on peut avoir la consécration du concept dans un certain nombre de textes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et pour autant une réticence pérenne des acteurs juridiques qui sont chargés de faire exister ces textes, de les appliquer, de les interpréter, à se saisir pleinement de ce concept de genre. Alors, on a eu différents exemples. Je ne vais pas refaire l'atelier, mais on a eu différents exemples qui montrent bien que parfois la consécration formelle, pour le coup, du concept ne permet pas forcément de produire les résultats escomptés ou espérés en termes précisément de promotion de l'égalité ou d'amélioration d'une conception non formaliste de l'égalité. Le deuxième gros problème dont on a entendu parler hier est un problème non plus d'effectivité, mais des enjeux ou de certains effets, des usages ou des formes, encore une fois limitées mais réelles, de consécration du concept de genre en droit, qui sont liés au fait qu'il renvoie à une forme d'enfermement des causes dans une identité qui devient très bornée. Les expressions de resexualisation ont été assez largement exprimées hier et qui ouvrent qui pose la question de l'articulation entre les luttes politiques et leur formalisation juridique. C'est-à-dire que dans certains contextes particuliers, les luttes féministes, par exemple, peuvent vouloir traduire leurs revendications dans les formes du droit, mais les formes juridiques figent considérablement ces combats et ces mouvements et peuvent du coup réenfermer les mouvements qui se saisissent, par exemple, du concept de genre dans des catégories très marquantes. Donc voilà quelques pistes qui me semblent intéressantes, qui ressortaient de l'atelier d'hier, et peut-être je reviendrai après dans une perspective plus générale sur la discipline juridique en général. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, parce que ce matin, on a eu l'occasion d'écouter une communication, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, de Géraldine Haïdan, qui montre aussi que le droit peut être le lieu de l'affranchissement, en quelque sorte, de l'appartenance sexuée. Je veux dire, donc on s'aperçoit que le droit a des virtualités multiples au regard, disons, de l'assignation de genre, comme on pourrait dire. Eric, qu'est-ce que tu... D'abord, 2-3 remarques peut-être pour fonder essentiellement sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, puisque je n'étais pas là hier, mais néanmoins avec quelques références au programme tel qu'il existait hier. Tout à l'heure dans la discussion avec Geneviève Fraisse, je soulevais la question de ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, et je pense qu'un des éléments, c'est le fait que de toute façon, on n'aurait pas eu ce colloque il y a 25 ans, me semble-t-il. Et je crois que ça a à voir avec le fait que le vocabulaire que nous utilisons ici, à partir de genre et discrimination, il a une histoire qui, bien sûr, est une histoire plus longue, mais qui, en France, est une histoire relativement courte, et je crois que c'est une des conditions de possibilité. Donc, l'historicité des questions que nous posons, il me semble qu'elle fait partie de nos réflexions. Mais cette historicité, ça veut dire qu'il y a des contextes pour les questions qu'on se pose et pour la manière de les poser, et ces contextes, ils ne sont pas seulement temporels, ils sont aussi spatiaux. Ce que ça veut dire, c'est que, alors que peut-être on peut être par moments tenté de penser que nous sommes en train de parler dans un cercle franco-français, ça n'est pas le cas.
Un certain nombre des interventions pendant ce colloque ont été présentées par des gens qui venaient d'autres pays, d'Amérique latine ou d'Afrique, et qui parlaient d'autres pays. Ce n'étaient pas toujours les mêmes, mais qui parlaient d'autres pays, qui peuvent être sur différents continents aussi. Je trouve que c'est important parce que, c'est important de le souligner à mes yeux, parce que je crois que le fait que nous, entre guillemets, la question de ce nous est évidemment l'enjeu d'un colloque tel que celui-ci, mais le fait que nous posions ces questions ne doit pas nous faire oublier qu'elles se posent aussi ailleurs, et pas seulement qu'elles se sont posées avant, qu'elles se posent ailleurs, mais qu'elles se posent forcément dans des termes un peu différents. C'est une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles beaucoup de gens m'ont dit tout leur intérêt pour l'intervention de Mara Viveros ce matin, c'est que non seulement on y apprenait des choses, mais aussi il y avait une sorte de décentrement du regard qu'on peut être amené à porter, et en particulier donc la référence à l'Amérique latine était une manière de nous obliger à nous dire qu'ailleurs ces questions peuvent se poser, pas tout à fait dans les mêmes termes, et y compris pas tout à fait avec la même difficulté, avec peut-être à certains égards une forme d'évidence. Donc je crois il est très important, me semble-t-il, de penser en même temps que nous utilisons ces catégories à leur historicité, c'est-à-dire, encore une fois, pas simplement à leur inscription dans le temps, mais aussi à leur inscription dans l'espace. Et pas seulement dans l'histoire française, donc, mais dans une histoire plus large. La deuxième remarque qui m'a frappé en particulier dans la table ronde que j'avais le plaisir d'animer ce matin, c'est de voir que quand on utilise ces concepts, eh bien, ils ne valent que parce qu'on les utilise, c'est-à-dire parce qu'on en fait. Donc les débats théoriques que nous pouvons avoir pour savoir ça veut dire quoi, tel mot, ou etc., s'estompent derrière le fait qu'on voit des gens qui, dans leurs travaux, mettent en œuvre ces concepts, qui en font quelque chose. C'est-à-dire que la résolution ne va pas se faire en amont, par une sorte de consensus théorique sur ça veut dire ci ou ça veut dire ça, mais on va voir ce que les gens en font. Donc c'est une conception pragmatique, me semble-t-il, du savoir. Et de ce point de vue-là, moi j'étais intéressé de voir que des gens dont les objets étaient apparemment très différents, eh bien, pouvaient se retrouver à parler côte à côte et à se rendre compte qu'ils parlaient, à certains égards, de la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, à travers des objets, pour certains, évidemment proches, tels que les questions d'homophobie et de transphobie, mais pour d'autres, moins proches, tels que la question de l'islamophobie, eh bien, on s'apercevait qu'il y avait une circulation des problématiques. Pourquoi ? Parce que les objets empiriques pouvaient être différents, mais à partir du moment où ces différentes intervenantes et intervenants utilisaient le même concept de genre, eh bien, ça permettait de faire circuler au-delà des différences empiriques. Et ça, je crois que c'était un élément qui me paraissait intéressant. On pouvait voir combien ça complique le jeu. Et je crois que c'est aussi une des vertus des concepts que nous pouvons utiliser, c'est de défaire une certaine évidence des choses. Donc, par exemple, poser la question du genre pour distinguer dans l'homophobie entre la lesbophobie et la gayphobie, ou bien la poser aussi du côté de la transphobie, pour voir dans quelle mesure il y aurait symétrie ou non, ou bien à propos de l'islamophobie, eh bien on s'aperçoit que ça fait voir des choses. C'est-à-dire que se donner un objet empirique qui peut être constitué par une de ces catégories dont nous parlons et y entrer à partir d'un outil conceptuel, eh bien ça va donner des éclairages différents. Et donc, par exemple, on peut se demander dans quelle mesure la Manif pour tous, elle peut être lue au prisme de ces différentes catégorisations, de ces différentes conceptualisations. Bien sûr, ce sont des histoires de sexualité, mais ce sont aussi des histoires de genre. Et pour ma part, je me demanderais dans quelle mesure ce ne sont pas tout aussi bien des questions de classe et des questions de race. Donc voilà des exemples sur cette utilisation. Une remarque sur l'intitulé même de notre... Enfin, il y aura deux remarques sur l'intitulé de ce colloque. La première, c'est sur la dissymétrie entre les deux termes, genre et discrimination, qui a été souvent souligné, qui n'ont pas du tout le même statut, entre autres parce que l'un, le terme discrimination est inscrit dans le droit, et l'autre, non. Pour ma part, je m'étais beaucoup intéressé à l'idée que le droit pouvait s'ouvrir à la question de genre à propos de mariage trans pour refuser le mariage de couple trans, puisqu'il fallait bien trouver une bonne raison pour refuser que deux personnes qui étaient aux yeux de l'état civil, l'une une femme et l'autre un homme, ne puissent pas se marier. Il fallait inventer quelque chose comme le genre, c'est-à-dire l'incapacité pour elles de se comporter comme mari et femme. Donc c'était une décision en 2005 d'un tribunal. Mais ce qui m'intéresse, c'est les conséquences, c'est-à-dire que d'ordinaire, quand on parle de discrimination, on ne se sent pas libre d'inventer une définition,
puisque la définition, elle est déjà donnée par le droit. Il se trouve que pour ma part, je m'invente mes propres définitions, etc. Mais je pense que ça n'est pas ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés partir de définitions qui sont définies socialement, qui sont définies par des institutions, qui sont définies par le droit. Ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, pour le genre. C'est une dissymétrie très importante dans la pratique intellectuelle. Dans la pratique intellectuelle, avoir un concept dont le périmètre est déjà défini, ou bien que l'on peut définir comme on l'entend, eh bien ça fait une différence assez importante. En pratique, ça veut dire que la définition même du concept de genre, me semble-t-il, à la différence peut-être de la question des discriminations, qui ayant été posée à partir du droit, a été beaucoup plus autour de ses usages dans telle situation ou telle situation, etc. Pour ce qui est du genre, la question même de la définition du genre est un enjeu depuis le début. C'est-à-dire que savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut dire, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que, etc., c'est un enjeu constant. Pour ma part, cette dissymétrie, je trouve qu'elle est marquée dans le fait que le concept de genre ayant été conçu en dehors du droit, indépendamment du droit, donc indépendamment de cette formalisation d'État, eh bien, le concept de genre, il a pu se prêter à des usages très très différents, y compris un des usages, moi, que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est la deuxième partie de la définition du mot genre du concept de genre par l'historienne Joan Scott, à savoir une manière privilégiée de signifier des rapports de pouvoir. Autrement dit, une des manières d'aborder le genre, c'est de considérer que ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, mais que c'est un langage à travers lequel on peut parler de tas de trucs. Ce qui évidemment se prête particulièrement bien, au moins en théorie, aux discussions que nous avons sur genre et discrimination. C'est-à-dire que, puisque le genre, ça ne sert pas seulement à dire quelque chose sur c'est qui les hommes et c'est qui les femmes et quelles sont leurs places respectives et comment sont-ils censés se comporter, mais que ça peut permettre de parler eh bien, de classe, que ça peut permettre de parler de race, etc., eh bien, potentiellement, il me semble que la dissymétrie, elle peut jouer de manière intéressante dans les deux sens. C'est-à-dire que l'utilité, me semble-t-il, de la catégorie de discrimination, c'est qu'elle a cet appui d'État, et l'utilité de la catégorie de genre, ou du concept de genre, c'est qu'il n'a pas cet appui d'État. Ce qui amène à une deuxième question, qui est celle des usages sociaux aujourd'hui de ces deux catégories. Il me semble qu'il y a une sorte de paradoxe qui fait que, d'un côté, si on regarde dans le débat public, on aurait l'impression que le terme de genre est très contesté, comme vous le savez, des manifestations avec des banderoles, etc. Donc un certain nombre de gens trouvent que le genre, c'est vraiment pas bien. Et le disent haut et fort dans les rues, ce qui est une reconnaissance inattendue pour nous toutes et nous tous. Ce qui n'est pas le cas pour les discriminations, me semble-t-il. Ça ne joue pas tout à fait de la même manière. Ça ne veut pas dire que tout le monde dise « Ah, c'est super, enfin on va parler des noirs, des blancs, etc. » Certes pas. Mais quand même, il me semble que le concept lui-même ne fait pas l'objet d'attaques comparables aujourd'hui. Donc il y a une dissymétrie dans la réception sociale de ces deux termes. Par ailleurs, ce qui n'empêche pas que dans les politiques gouvernementales aujourd'hui, on ne peut pas dire que les discriminations soient l'objet principal, alors même qu'à certains égards, il peut y avoir une revendication que les questions de genre ont une certaine importance. Donc il me semble que de ce point de vue-là, la réception sociale ou l'appropriation sociale et politique de ces notions, il me semble qu'elle est à envisager dans toute sa complexité un peu paradoxale. Troisième et dernière remarque, parce que j'ai à peu près fini mon temps, je vous disais que ce titre m'avait intrigué. En ce moment, je passe la plupart de mon temps à parler du mot « et », qui sépare les deux termes, donc la copule « et », en pensant beaucoup au mariage de Figaro. Vous savez, en fait c'est plutôt le barbier de Séville, mais bon, c'est la même famille. Donc vous savez, c'est la question de savoir est-ce qu'il doit rembourser et l'épouser, ou bien rembourser ou l'épouser. Il me semble que c'est le fond de l'affaire pour nos histoires genre et discrimination. C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin, ils vont devoir s'épouser ou pas? J'étais intéressé par cette question, y compris parce qu'elle avait un sens très littéral et très institutionnel, puisque deux institutions, l'Institut Émilie du Châtelet et l'ensemble constitué autour des questions de discrimination, ont été invités à se marier. Et donc, il me semblait que ça posait une question qui était intéressante, qui était de savoir, effectivement, est-ce que c'était « et » ou bien « ou ». Je crois que cette question-là, on en parlait un petit peu ce matin à propos de corps
Et de ce point de vue-là, je crois que ça passe beaucoup par là, la possibilité de conjoindre genre et discrimination. Alors il ne s'agit pas, effectivement, sur ce point, alors je ne sais pas si elle est encore là, Geneviève Fraisse mettait en garde contre le partage entre nature et culture. Et effectivement, je crois qu'il ne s'agit pas de reconduire ce partage, mais bien plutôt de s'interroger sur des procédures de naturalisation. Je crois que c'est plutôt là-dessus que nous nous retrouverions. Et cette naturalisation, si elle passe par les corps, si elle passe par les émotions, si elle passe par les affects, si elle passe par les désirs, eh bien on comprend comment elle va pouvoir être le lieu de rencontre entre ces deux logiques et comment la copule va prendre un sens fort. Au fond, ce que tu nous proposes, c'est que de mariage de raison, ça devienne mariage d'amour. Et donc là, on est vraiment d'accord. Ah, je n'ai pas utilisé le mot d'amour, j'ai utilisé le mot d'émotion, l'intimité, l'affect, le désir. Ça rebondit à ça. Voilà, non, je voulais simplement, non mais effectivement, rebondir quand même sur une certaine tonalité optimiste, je trouve personnellement, des propos d'Éric, quand il dit par exemple que le mot de discrimination, parce qu'il est marqué par le droit, ne ferait moins question, enfin, le concept de genre fait question bien sûr, mais le concept de discrimination, moi je trouve aussi personnellement, parce qu'on le voit bien dans toutes les communications, dans tous les ateliers, je suis désolée d'enfoncer le clou, mais les sociologues n'ont pas la même manière de parler de discrimination que les juristes, hein, ça il n'y a pas à tortiller, je veux dire, bon, il y a quand même un peu une tension, et la définition économique de la discrimination, je dirais qu'elle est très différente de la définition juridique et sociologique, si tant est qu'il y a une définition sociologique de la question de la discrimination. Donc je crois qu'il y a là quelque chose quand même... voilà, je voulais simplement dire ça. On ne peut pas faire l'économie de la définition juridique. Ah bah pas du tout. Même si certains le souhaiteraient. Non mais le droit étant un peu ingrat pour les non-juristes, il y a clairement... Non, il est reconnaissant. Non. Oui, non, je voulais juste revenir sur cette histoire de copule, hein, parce que je vous rappelle que la copule qui unit genre et discrimination, c'est un « i » qui signifie inégalité, dont il n'a pas vraiment été question de façon explicite, mais qui est quand même revenu. Enfin, c'est quand même une notion, je pense qu'il est intéressant de replacer à cette articulation entre genre et discrimination, parce que c'est souvent une catégorie pour beaucoup de personnes qu'on rencontre dans les entretiens qui est plus intuitive et plus, elle fait plus partie du vocabulaire courant que les personnes mobilisent pour parler de leur situation, plutôt que discrimination, qui est un ajout un petit peu postérieur. Moi, je voudrais, pour rester sur ces questions de vocabulaire et pour faire écho à une discussion que j'avais à déjeuner avec Patrick Simon, et nous n'étions pas d'accord, donc ça va créer du débat, peut-être m'inscrire dans la logique de ce que disait tout à l'heure Geneviève Fraisse sur on parle beaucoup de la domination et on parle moins de l'émancipation. Moi, pour moi, et je suis du côté genre du GIDE, donc je suis abritée dans mon asile politique pour dire ça, parler de discrimination, c'est bien se placer du côté de la domination. Or, moi je privilégie par rapport à discrimination territoriale dont je vous parlais tout à l'heure, un autre terme qui est aussi mobilisé par les géographes, les gens qui réfléchissent sur les questions spatiales, un terme qui me paraît peut-être plus se rapprocher d'un vocabulaire de l'émancipation, qui est celui de justice spatiale. Et là aussi, le terme de justice, c'est aussi un terme que les gens mobilisent volontiers dans leur expression quotidienne de ce qu'ils ressentent dans les quartiers défavorisés, mais aussi dans d'autres contextes. Donc j'aimerais bien proposer, non pas comme alternative à discrimination, mais comme complément à discrimination, cette notion de justice, notamment parce qu'elle me permet, dans l'élaboration qui en est faite par différentes auteurs, alors je pense notamment à Nancy Fraser, mais aussi à Iris Marion Young, de pointer peut-être un petit peu ce qui me gêne, moi, dans la notion de discrimination. Là, je me réfère particulièrement au dernier ouvrage posthume de Iris Marion Young, qui s'intitule « Responsibility for Justice », où elle fait la distinction entre ce qui relève de la responsabilité et ce qui relève de la culpabilité. Moi, il me semble qu'avec discrimination, on est dans le registre de la culpabilité. Alors, je me trompe peut-être, mais on cherche un coupable. Non ? Bon, vous me direz après si je me trompe. C'est pour ouvrir le débat un peu. Et qu'en fait, ce que dit Iris Marion Young dans son travail, c'est qu'il vaudrait mieux penser la justice comme une responsabilité que nous partageons tous,
et non pas une culpabilité qu'on pourrait mettre sur les épaules de quelques-uns. Donc, avoir une conception de la justice qui soit plus comme un horizon et quelque chose vers quoi on voudrait tendre, plutôt que quelque chose de passé qu'il s'agirait de montrer du doigt et sur lequel il faudrait juger, délibérer. Donc j'aime bien cette distinction que propose Iris Marion Young. Je vous la livre comme ça, là aussi pour susciter du débat, des réactions. En premier lieu peut-être de Stéphanie, parce que j'ai sans doute dit des grosses bêtises. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Donc je termine le deuxième tour, je vais faire vite. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Eric et proposer une lecture non pas contraire, mais peut-être complémentaire sur les réactions qu'on peut avoir sur les liens entre genre et discrimination, donc du point de vue disciplinaire qui est le mien et donc de juriste, pour souligner au contraire la symétrie qu'il y a aussi entre les deux termes. Encore une fois, pas du tout pour contredire ce qui a été dit sur la dissymétrie, mais peut-être pour ajouter des éléments. Symétrie entre genre et discrimination, parce que il me semble que les deux concepts peuvent être compris comme renvoyant à des dispositifs de classement, à des logiques de distinction. Et là, je pense qu'on tient malgré tout un point d'union important entre les deux concepts qui, au passage, pour rebondir sur ce que disait Florence tout à l'heure, qui, au passage, peut expliquer la difficulté qu'ont l'un et l'autre à rendre justice de toute une série de situations intermédiaires, historiques, peut-être plus dynamiques. Tu parlais de métissage, bon, il y a d'autres exemples qui peuvent venir, ou de groupes historiquement défavorisés, etc. Bon, ça, c'est des choses évidemment qui sont difficiles à saisir, à appréhender par des concepts qui sont peut-être de manière privilégiée ou en première intention des dispositifs de classement et qui visent au contraire à rendre statique un certain nombre de choses. Alors simplement donc sur ce point de symétrie, pourquoi est-ce qu'on peut dire que les deux sont des dispositifs de classement? Bon, sur le concept de genre, je prétends pas, parce que évidemment, comme l'a très justement dit Eric, non seulement c'est un concept dont la définition fait débat et première, mais surtout c'est pas un concept juridique sur lequel on pourrait prétendre donner une définition juridique. Donc on s'entend néanmoins sur le fait que la notion de genre renvoie à une logique de classement, de distinction. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que le concept juridique de discrimination fait la même chose. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, discriminer dans une première acception, c'est tout simplement distinguer. Et évidemment, ce sens-là est particulièrement important pour le juriste. La loi passe son temps à distinguer. Elle fait des distinctions entre le national et l'étranger, l'homme et la femme, le salarié et le travailleur indépendant, le couple marié et le couple pas marié. Enfin, le droit fait des distinctions. Donc, d'une certaine manière, la discrimination, c'est la logique quintessentielle du droit. Et néanmoins, le droit de la lutte contre les discriminations, le droit de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, évidemment, n'a pas pour objectif d'éradiquer toutes les discriminations. Ça serait même une sorte de projet fou dans lequel le droit s'abolirait lui-même, puisque abolir toutes les distinctions, peu ou prou, j'exagère évidemment un peu, mais c'est abolir véritablement le droit. Donc, on a cette logique de distinction qui est fondamentale dans le concept juridique de discrimination, mais on comprend bien que ça ne suffit pas à rendre compte de ce qu'est le projet derrière le droit de la lutte contre les discriminations. C'est donc qu'il y a autre chose. Il y a à la notion de discrimination une autre composante qui est la notion de hiérarchie, de hiérarchisation, de classement. Et ça, c'est évidemment une prémisse importante du droit de la lutte contre les discriminations. Il ne s'agit pas d'abolir toutes les distinctions, il s'agit de lutter contre celles qui vont être jugées comme problématiques, illégitimes, qui renvoient à des rapports de hiérarchie qu'on veut modifier ou abolir. Alors, il me semble que dans ce double mouvement à la fois de classer et de hiérarchiser, il y a quand même aussi une symétrie importante qui peut être soulignée entre le concept de genre et le concept de discrimination. Et le deuxième point que je voudrais soulever comme proposition provenant d'une juriste de réflexion sur l'articulation de ces deux termes,
c'est peut-être simplement de dire que le droit de la lutte contre les discriminations, dans une certaine mesure, parvient à questionner, parfois à remettre en cause la question de l'effectivité et de la réussite réelle du droit de la lutte contre les discriminations est un autre sujet, mais le projet du droit de la lutte contre les discriminations, c'est bien de remettre en cause toute une série de hiérarchies et en ce sens, l'irruption du concept de genre dans le débat juridique permet de diriger la lutte contre les discriminations contre un certain nombre de hiérarchies que l'on apparente à un ordre genré. Il me semble néanmoins que le droit de la lutte contre les discriminations achoppe ou trouve sa limite face au concept de genre, non plus entendu comme hiérarchie. Olivier de Scutter a donné des exemples hier de règles juridiques ou de solutions juridiques où on essaye de renverser des hiérarchies de genre. Mais si on regarde le genre non plus dans sa dimension hiérarchique, mais simplement dans sa dimension de classement, de division, là, véritablement, le droit de la lutte contre les discriminations achoppe ou rencontre une limite. Il me semble qu'il arrive à appréhender des questions qui tournent autour de la hiérarchie. Il a beaucoup plus de mal à appréhender les questions qui tournent autour du classement, de la division. Et en fait, l'exemple que prenait Éric tout à l'heure, qui est très très intéressant, qui est la question du traitement juridique du mariage des transsexuels. Et là, c'est absolument très éclairant de voir que des solutions juridiques qui sont aujourd'hui bien établies sur la possibilité pour les personnes transsexuelles d'obtenir une rectification d'état civil est en fait aujourd'hui, dans des solutions très récentes ou plus récentes, subordonnée à la condition d'hétérosexualité dans l'hypothèse où il y a l'inscription dans une institution, dans le mariage. Et donc là, on voit quelque chose de très très intéressant, qui est que, d'une certaine manière, le droit a pu rendre en partie disponible ou définissable par l'individu lui-même son identité de genre, mais il y a une limite qui est que la condition, c'est de rester domestiqué à l'intérieur d'un cadre hétérosexuel. Et donc voilà, il me semble que peut-être une des manières de réfléchir à ce type de situation, c'est d'exploiter cette piste peut-être de la symétrie entre genre et discrimination, et sur le fait que les hiérarchies sont plus faciles à saisir que le principe même du classement et de la distinction.